Bonjour et bienvenue à The Watcher Post EU pour ce nouveau format View from Brussels. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir avec nous Victoria Chagnal. Bonjour. Bonjour. Victoria, vous êtes vice-présidente du groupe Forvia en charge de la communication, des affaires publiques et du développement durable. Votre parcours professionnel est résolument européen puisque vous avez étudié à l'Université libre de Bruxelles et travaillé en Italie, entre autres. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à être vice-présidente du groupe Forvia ? Eh bien, j'ai un parcours effectivement assez éclectique. J'ai fait des études de philosophie ici, à Bruxelles, à l'ULB. J'ai étudié un philosophe allemand et ça a été assez clé dans mon parcours, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri et qui m'a permis d'avoir, je pense, la carrière que j'ai eue et que j'ai aujourd'hui, parce que c'était un moment où finalement j'ai appris à questionner le monde. Et quand on est aujourd'hui dans le secteur de la communication, des affaires publiques et aussi du développement durable, il faut savoir questionner. J'ai fait des études de sciences politiques à Paris, j'ai fait des études de marketing, mais j'avais cette ambition-là qui était d'aller vers d'autres cultures, vers d'autres horizons. J'ai vécu en Amérique centrale et puis j'ai vécu à Rome, travaillé au sein du ministère des Affaires étrangères, au Palais Farnèse, au service de presse. Là aussi, c'était une étape clé dans mon parcours. Et puis, les parcours de vie, la vie personnelle, des rencontres. Je voulais rester à Rome. Je suis rentrée chez Total Energy, donc un grand groupe français mais international, énergéticien. J'y ai grandi avec un parcours de communicante. D'abord donc en filiale à Rome, je suis restée 5 ans et puis je suis rentrée en corporate à Paris. Et voilà, un parcours classique. Avec quand même une dominante qui était plutôt d'ouverture, là encore, sur le monde, les relations médias. Et puis, l'âge de 40 ans, à l'aube de mes 40 ans, je suis rentrée chez Forvia dans l'énergie à la mobilité. Donc là, c'est aussi un fil quand même assez conducteur dans mon parcours, c'est-à-dire que de l'industrie, donc chercher à avoir de l'impact, et puis dans des secteurs qui sont des secteurs qui comptent pour la vie des gens, l'énergie, la mobilité. Je suis entrée comme directrice de la communication. Donc c'est un groupe qui est Faurecia, qui est un équipementier automobile, qui est devenu Forvia avec l'acquisition d'une entreprise allemande. Donc c'est un groupe qui est résolument européen, avec une présence très forte en Europe, en France, en Allemagne, mais avec des sites partout dans le monde, une présence internationale assez bien répartie d'ailleurs. Donc Forvia, un équipementier automobile. Et puis là, j'ai, au sein de ce groupe, développé les affaires publiques. Je dis développer parce que culturellement, ce n'était pas dans l'esprit d'un équipementier. Et pourtant, compte tenu de l'ensemble des réglementations, et notamment des réglementations européennes, il était ultra important, non seulement d'anticiper les régulations, les réglementations, mais de pouvoir aussi porter la voix d'un groupe qui est quand même 150 000 personnes, 27 milliards de chiffre d'affaires, donc un groupe qui a son importance et qui a sa voix à porter, notamment en Europe. Bravo pour ce parcours et puis pour la constitution de cette entité à l'intérieur de l'entité et de la place que vous avez su donner aux affaires publiques au sein de ce groupe. Vous nous avez présenté Forvia dans votre réponse. Parlons d'automobile, oui. Puisque c'est notre sujet aujourd'hui. L'industrie automobile européenne, c'est 13 millions d'emplois en Europe. C'est 7% du PIB de l'Union européenne. Alors, là est ma question, Victoria, comment se porte l'industrie automobile européenne maintenant? Est-ce que c'est toujours un pilier de l'économie européenne? Et quels sont les défis auxquels doit faire face le secteur actuellement en Europe? Bon, alors oui, c'est un pilier de l'économie européenne, c'est très clair. Vous avez rappelé les chiffres, 13 millions d'emplois, 7% du PIB, c'est des investissements qui sont énormes. C'est la première industrie en Europe, l'industrie automobile, avec un focus allemand très important, des marques, des constructeurs qui sont très forts, mais tout aussi un tissu industriel qui est important. Et qui se trouve aujourd'hui, je dirais, alors, pardon pour l'anglicisme, mais un turning point. C'est-à-dire qu'il y a eu une grande accélération, qui est une accélération de l'ouest vers l'est, historiquement, et on voit aujourd'hui une accélération en Asie, notamment la compétition chinoise,
avec une très très forte accélération qui met beaucoup de pression sur l'industrie automobile en Europe. Mais d'ailleurs pas que l'Asie, finalement l'Europe est aussi prise un peu en étau avec tout ce qui est en train de se passer aussi aux États-Unis, avec des impacts importants sur l'automobile, les tarifs douaniers, les tensions géopolitiques. Donc c'est une industrie aujourd'hui qui doit accélérer. Et je pense qu'un de mes messages, c'est vraiment ce tempo qui nous manque en Europe. On voit que, alors je vais peut-être vous donner quelques chiffres, la production de véhicules dans le monde, aujourd'hui 85 millions de véhicules, une très grosse partie est produite en Asie. Hein, ce n'était pas le cas, mais on a des niveaux en Europe qui sont stables aujourd'hui, mais qui ont baissé depuis la crise de Covid, et on n'arrive pas à retrouver les niveaux pré-Covid. Et des marques qui se développent très très vite en Asie. Pour vous donner un exemple, en 2019, 60% des consommateurs en Chine achetaient des véhicules de marques internationales et notamment européennes. Aujourd'hui, c'est l'inverse. 60% des consommateurs en Chine achètent des marques chinoises. Donc, il y a une accélération très, très forte avec une capacité d'innovation. Et nous, il faut qu'on travaille sur ce retard-là, c'est-à-dire qu'il y a aussi un défi qui a été lié à l'électrification. La Chine s'est préparée, il y a eu de la planification sur l'électrification, ils sont sur toute la chaîne de valeur, batterie, etc. Et donc nous, dans cette équation-là, il faut qu'on arrive à réguler, se protéger, mais en même temps libérer de la capacité d'innovation. D'accord. C'est très clair. Vous nous avez parlé de compétition, de compétitivité de l'industrie européenne. Le rapport Draghi, quand il est sorti, il a mis en lumière les difficultés en termes de compétitivité de l'Union européenne avec le coût du travail, avec le coût de l'énergie, avec aussi beaucoup de normes qui parfois peuvent freiner la compétition de l'industrie européenne. Il y a aussi des enjeux de durabilité. On en parlera plus tard si vous êtes d'accord, mais déjà sur ce point-là de la durabilité, est-ce que vous pensez qu'effectivement la durabilité est compatible avec la compétitivité? Est-ce que vous pensez qu'on peut encore être compétitif aujourd'hui dans l'industrie européenne avec ces enjeux-là mis en lumière par Draghi? Alors déjà, je pense qu'il faut quand même clarifier ce qu'on entend par déficit de compétitivité. Déficit de compétitivité aujourd'hui, c'est 35%. Donc c'est quand même assez considérable et c'est lié à ce que vous avez évoqué, prix de l'énergie, coût du travail, mais aussi incitation politique, c'est-à-dire qu'il y a eu des subventions massives en Asie qui ont permis le décollage, notamment de l'industrie automobile et de certains constructeurs asiatiques. Donc voilà, ça c'est le bilan. Cela étant, on regarde l'Asie, mais on regarde aussi ce qui s'est passé côté Amérique avec l'IRA, donc des subventions aussi qui ont permis de faire décoller l'industrie. Et nous, aujourd'hui, on se trouve dans une situation où il faut protéger la compétitivité. C'est un sujet qui a été pris par la Commission, puisqu'on a vu, il y a eu l'annonce du paquet automobile mi-décembre, qui faisait suite à ce rapport Draghi, et donc à comment protéger l'industrie avec des mesures qui sont intéressantes, mais qui méritent d'être quand même développées, c'est-à-dire que c'est une première ébauche. Et là, quand même, il faut aussi noter un point, c'est que il y a eu le rapport Draghi. Le rapport Draghi, sauf erreur de ma part, c'était il y a 1 an et demi. Et donc, on a quand même mis 1 an et demi à sortir un package automotive. Et puis, il y aura une deuxième étape qui est l'Industrial Accelerator Act, fin janvier. Tout ça prend quand même beaucoup de temps, avec beaucoup de réglementation. Donc, il y a un focus qui est quand même qu'il faut garder à l'esprit, c'est que on a un besoin de vitesse et un besoin de simplification des normes en Europe. Après, il y a le sujet de la durabilité, parce que, évidemment, quand on parle compétitivité, ça pourrait être, et je dis ça pourrait être, parce que ça ne doit pas être, au détriment de la durabilité, du développement durable, parce qu'on sait être compétitif tout en étant durable, et que finalement,
ça doit être la grande fierté de l'Europe. Mhm. C'est ce qui nous a différenciés, ce qui fait notre force. Et je crois qu'il faut savoir, il ne faut pas dissocier jamais compétitivité et durabilité, tout en ayant pour objectif d'innover à des prix abordables, parce que sinon on ne vendra pas. Et les constructeurs automobiles, à qui nous, suppliers, équipementiers automobiles, on vend, ils n'achètent pas plus cher, même si c'est durable. Et donc il faut savoir tout miser sur l'innovation, libérer de la capacité d'innovation. Vous avez parlé des objectifs dans votre réponse et de durabilité. Si vous le permettez, parlons un peu des objectifs climatiques qui sont évidemment au cœur des discussions en ce moment. On le sait, en 2023, la Commission européenne avait annoncé l'interdiction de vente des véhicules essence et diesel à partir de 2035. C'était un aspect du Green Deal audacieux et qui marquait vraiment une étape vers une transformation profonde du secteur. Et puis en mars 2025, un nouveau plan d'action qui visait à rendre l'industrie automobile forte, durable et compétitive. Vous en avez parlé, avec notamment des mesures pour accélérer la transition vers des véhicules à zéro émission. Et en décembre dernier, des annonces de la Commission européenne qui visent à introduire des flexibilités. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quel est votre regard sur ces dernières annonces, sur cette flexibilité. Comment vous les appréciez? Est-ce qu'elles arrivent au bon moment ou est-ce qu'elles arrivent trop tard? Vous mettiez l'accent tout à l'heure sur le temps qu'il faut pour réagir parfois. Est-ce qu'elles arrivent trop tard, ces flexibilités? Est-ce qu'elles sont suffisantes? Et est-ce qu'on ne risque pas, avec ces mesures, de perdre un peu le seul point qui était le point de différenciation que l'Europe avait par rapport aux autres régions du monde sur ce secteur-là? Alors moi, ce que je retiens de ces annonces, c'est d'abord qu'on garde le cap. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diminution de l'ambition climatique, il y a l'introduction de flexibilité, mais on garde le cap d'un point de vue industriel sur le véhicule électrique. C'est ça la direction et c'est important de la maintenir, d'abord parce qu'un véhicule électrique en termes d'émissions de CO2 est bien meilleur qu'un véhicule thermique. Et donc ça, c'est la direction et c'est le cap et c'est une bonne chose. Introduction de flexibilité, oui. Certes, avec quand même des enjeux de compensation des émissions de CO2. Donc là, c'est bien parce que finalement, ça introduit aussi des éléments nouveaux comme l'acier bas carbone pour compenser les émissions des véhicules à émissions non nulles qui resteraient sur le marché. Oui. Et ça pousse l'industrie acériste à se développer en ce sens. Les biocarburants, c'est des compensations qui sont intéressantes. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'en introduisant des flexibilités, il faut quand même protéger le tissu industriel en Europe. Donc la position qui a été la nôtre, par exemple chez Forvia, c'était de dire oui aux flexibilités, mais avec du contenu local. La production en Europe, et pas que de l'assemblage, de la production. Aujourd'hui, 75% de la valeur d'un véhicule thermique est produit en Europe. Demain, 75% de la production d'un véhicule électrique devrait être produit en Europe. C'est ce qu'on dit. Parce que ça protège le tissu industriel en Europe qui, comme on l'a dit en début d'interview, est particulièrement fort. 13 millions d'emplois. Donc il faut protéger cette industrie tout en protégeant le climat. Parce que finalement, le contenu local, ce qu'on appelle le Made in EU, le contenu local, finalement, c'est aussi de la sauvegarde des émissions de CO2. Absolument. Vous avez déjà donné des éléments de réponse sur ce point-là. On a parlé de compétition en général, de concurrence en général. Forvia dans tout ça. Comment est-ce que Forvia tire son épingle du jeu de la concurrence qui vient notamment d'Asie? On en a parlé. Quelles sont les solutions que vous avez mises en place pour sortir du lot en ce moment particulier? Si on regarde donc l'industrie automobile au global, qui est donc la première industrie en Europe, c'est un marché qui s'est beaucoup régionalisé, on l'a dit, avec des marchés qui sont très différents, avec des offres différentes sur les marchés. Et donc l'objectif principal d'un groupe comme le nôtre, qui est présent sur ces trois régions, Amérique, Europe, Asie, c'est d'adapter son offre. Et donc, on a une stratégie qui est très local for local. Ça, je pense que c'est absolument essentiel. Tout en ayant
je dirais la vision de pouvoir développer des technologies dans un pays qui va servir un pays, mais ou une région, tout en ayant la possibilité de la développer ailleurs. L'autre élément qui va faire en sorte qu'on tire notre épingle du jeu, c'est notre capacité à aller vite, donc à développer vite. Ce qu'on voit en Chine, et nous sommes présents en Chine depuis 30 ans, il y a 30 000 personnes, donc on est chinois en Chine. C'est une capacité à développer plus vite. C'est 3 ans en Europe, 1 an en Asie. Donc le time to market, dans l'industrie automobile, c'est absolument essentiel. Et donc, cette capacité de développement rapide, il faut qu'on puisse évidemment poursuivre, aller dans ce sens-là, de façon à proposer plus rapidement des technologies sur le marché qui sont adaptées aux régions concernées. On l'a compris, enjeu de flexibilité et de rapidité. L'agilité, oui, c'est sûr. L'agilité et rapidité, c'est vraiment les maîtres mots de ce que vous mettez en place. Ma dernière question, c'est 2 questions en une, mais j'aurais voulu connaître votre avis sur votre opinion sur l'avenir de l'industrie automobile en Europe. Si vous êtes plutôt optimiste ou prudente sur ce que l'avenir réserve à cette industrie, et puis si vous deviez définir un petit peu quelles devraient être les priorités absolues de l'industrie et des politiques européennes, puisqu'on est à Bruxelles, parlons des politiques européennes et quelles devraient être leurs priorités dans les années ou même dans les mois à venir en faveur de cette industrie. Alors, ce n'est pas dans les années à venir ni dans les mois à venir, c'est maintenant. C'est maintenant. Et je crois que là, il faut tous qu'on en ait bien conscience. Quand je disais c'est le turning point, c'est le turning point. Donc, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant. Et je pense qu'on a été plusieurs à le dire. Mais pourquoi? Parce qu'on a une industrie qui est merveilleuse, centenaire, avec des bijoux de technologie, qui compte pour la vie des gens. Vraiment, c'est vital. La mobilité, c'est le développement. La mobilité, c'est connecter les gens. On en a besoin, donc il faut qu'on sache la préserver. Et pour la préserver, il faut la protéger. Donc ça signifie regarder ce qui se fait dans le monde. Ça se fait en Chine, ça se fait aux États-Unis. Pourquoi ça ne se ferait pas en Europe? Et ensuite, je pense aussi simplifier parce que ça libérera de la capacité d'action. Est-ce que je suis optimiste? Oui, je suis optimiste d'abord parce que je trouve que c'est une très belle industrie, on devrait en être fiers. Et parfois, ça me désole de voir dans les médias plutôt les aspects négatifs de compétitivité, mais on sait être compétitif, on sait innover. On a les cerveaux en Europe, c'est 73 milliards d'euros d'investissement par an. Alors, je veux dire, on a cette capacité-là. Par contre, on n'a pas le temps. Et on a été devancé. Donc, speed, speed, speed. Ça, c'est le message. Mais oui, je suis très positive parce que je crois en la technologie. Merci beaucoup. J'ajouterai à votre optimisme la détermination qui montre aussi, qui est aussi le symbole de votre parcours et qu'on voit beaucoup dans tout ce que vous avez fait et qui vous a amené jusque-là. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui pour le Watcher Post et You. Et on se revoit très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.